So, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis avec Michael Ronzan. Michael, je dis Michael ou c'est Michael? Ah, tu peux dire Michael ou Mike, Michael, y a pas de problème. Il y en a qui disent Mike aussi, donc tu vois, Ah, tu peux. Mike. Ok, Mike, on va sur Michael. Est-ce que je Ça peux me te va bien. demander de te présenter déjà? Évidemment. Alors déjà, bonjour. Merci beaucoup, Guy, pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de faire ce podcast aujourd'hui. Pour me présenter, je m'appelle Mike Ronsin, j'ai 40 ans, j'ai plus de 15 ans d'expérience au service du commerce, dans le domaine du commerce et de la stratégie marketing. J'ai un diplôme d'ingénieur à la base, donc j'ai obtenu il y a un peu plus de 15 ans. Donc, je suis à la base informaticien, même développeur, et j'ai rapidement bifurqué en créant ma première entreprise en 2003 avec deux associés. Donc c'était une entreprise de services informatiques en logiciel Une libre. entreprise de services informatiques? Ouais, ouais, en 2003. Donc j'ai créé cette société. Et après, j'ai rapidement voilà, bifurqué dans le domaine pur commercial, où j'ai été ingénieur d'affaires pendant plus de 15 ans et dans le domaine des télécoms. Yes. Michael, tu es aujourd'hui le chairman de NAMES. NAMES qui est Euh, comment est-ce que toi tu définis cette boîte? Parce que c'est pas juste un label de marque générique comme on a l'habitude de le voir. C'est un petit peu particulier. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est Names? C'est Names ou je prononce bien, non? Ah, tu prononces parfaitement bien, ouais, c'est Names. L'objectif de Names, c'est de rassembler le talent et de fédérer des jeunes marques de mode pour pouvoir les adresser à un nouveau public qu'ils ne pourraient pas adresser, eux, de leur côté, tout seuls. L'idée, c'est que les marques aujourd'hui ont des réelles difficultés, hein, des difficultés à tous les niveaux, qu'elles soient financières, commerciales, pas surtout financières, structurelles, logistiques, pour pouvoir s'adresser à un marché un peu plus large que leur communauté. Et l'idée, c'est que Names, en les rassemblant et en se disant qu'ensemble on est plus fort, on est capable d'aller chercher un public au-delà de leur propre communauté. Voilà globalement pour la définition de Names. Et Names a été créé il y a environ un peu moins d'un an. Et on a 2018, je crois, Ouais, en c'est ça, exactement, 2018, septembre. septembre 2018, et on a démarré avec un seul principe qui était celui du test and learn. Voilà, c'est de se dire, on y va, on va voir ce que nous sommes capables de faire rapidement avec cette idée en tête de rassembler, de lancer Names, euh, on va dire réellement en juin 2019. En juin 2019, on a fait une campagne de pub qui était assez costaud, puisqu'on a Avec des réalisé. affiches partout, Ouais, j'ai exactement, vu un petit exactement. peu, là vous êtes allé sur du très très gros budget, j'imagine, pour avoir des affiches de Names comme ça partout C'est dans un, la c'est ville. un, Effectivement, c'est un certain budget, et l'objet était de se dire, enfin, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de se dire, les marques, elles ont besoin d'être rassurées par le fait qu'on est capable de pouvoir adresser un public beaucoup plus large que ce qu'elles ont l'habitude de faire via des voies un peu plus traditionnelles quand on est une petite structure, à savoir plutôt les réseaux sociaux. Et aussi évidemment de pouvoir démarrer en faisant les premières ventes, puisque le site a été ouvert finalement au grand public assez tôt en 2019, mais on va dire que cette campagne de pub officialisait en quelque sorte notre existence. Mhm, mhm. Est-ce que Names, on pourrait dire que c'est une agence de marketing, mais spécialisée uniquement pour ces marques-là? Quand on parle de marques, ça peut être aussi des petits indépendants des artisans, on peut dire. On peut dire artisan. En fait, l'idée, c'est de les prendre à une étape un peu précise dans leur vie de marque, dans lesquelles ils ont la capacité de pouvoir délivrer un certain stock minimum. Mhm. Après, on n'est pas non plus sur une échelle de stock qui est démentielle. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans le temps à pouvoir justement se développer.
tout Mais simplement. vous restez sur tout ce qui est image, c'est pas, vous n'allez pas être dans la gestion logistique, des stocks et tout, même si vous prodiguez des conseils sur ces points-là, c'est ça? En réalité, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner sur le long terme et de les aider à se développer. Ce que nous, on a observé et ce qu'on a vu avec mon associé, alors mon associé s'appelle Vincent, Vincent Fourcault, et Mhm. très tôt, on s'est dit que il y avait aujourd'hui une réelle alternative, alors du moins en France et même dans le monde entier, hein, une réelle alternative à toutes les grandes marques qu'on a l'habitude de voir dans toutes les rues du monde, finalement, qui sont les mêmes physiquement, visuellement, ainsi que les marques qui sont clairement établies et qui aujourd'hui ne proposent pas une alternative réelle en termes de tout ce qui est responsabilité, éthique, etc. etc. On voit qu'aujourd'hui, c'est une grosse tendance, hein, et le G7 en a témoigné il n'y a pas très longtemps, et toutes les initiatives qui sont prises. Hein, donc, aujourd'hui, là, depuis quelques semaines, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, sur le marché, il doit bien se trouver en fait des initiatives, des alternatives en termes de marque et de propositions de vêtements, parce qu'aujourd'hui, nous, on est uniquement dans le prêt-à-porter et les accessoires, pour pouvoir justement adresser une nouvelle offre. Et on s'est aperçu que il y avait beaucoup de marques, de petites marques qui étaient présentes, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, hein, c'est des centaines même en France, mais que globalement, ces marques-là, elles tenaient généralement assez peu de temps par manque de moyens, manque de connaissances, manque d'expertise, etc., etc. Donc on a, fort de ce bilan, on s'est dit il faut pouvoir les aider parce que finalement on pousse beaucoup les jeunes à créer leur entreprise et c'est super. Et c'est vraiment une très bonne chose parce que bah, ils se prennent en main et c'est des formats d'auto-entrepreneuriat qui sont vraiment très très bien et ça leur, on va dire, ça donne un bel élan et une belle dynamique en France pour pouvoir créer. En revanche, après tout le reste, tout ce qui est justement gestion marketing, commercial, image, logistique et tout ce qui s'ensuit, hein, parce qu'après il y a des difficultés qui sont liées en plus à une marque, tout ce qui est gestion de stock, qui est pas aujourd'hui dans l'écosystème actuel, qui est compliqué à gérer. Donc on s'est dit, l'idée c'est de pouvoir les accompagner. Et c'est pour ça qu'on a créé Names. Donc Names, comment on se définit aujourd'hui? On se définit comme un label de mode. C'est une idée qui aujourd'hui est un concept, c'est purement un concept Mhm. marketing entre guillemets, hein, de notre Ouais. côté, mais qu'on veut tendre à rendre réel et rationaliser. C'est-à-dire que Concept le, marketing, mais assez particulier quand même, parce que là, on n'est pas dans la pure fast fashion. Et c'est justement c'est ce qui a attiré mon attention, c'est ce qui m'a amené à faire une demande d'interview, d'avoir une interview avec toi, parce qu'il y avait cette différence. Là, notamment, j'ai reçu aussi Jackie Z. Sean de ouais, Paris Jackie Chan, Passenger. Ouais. ouais, tout à fait. Ouais, très bon J'ai vu. podcast d'ailleurs. Ah, t'as écouté? Bien sûr, évidemment, Et évidemment. j'ai vu qu'il y avait des similitudes comme ça dans votre approche. C'est pas, on n'est pas dans la production de masse. Il y a une éthique derrière, en fait. Et surtout, le fait, j'aimerais qu'on revienne sur tous ces sujets, notamment aussi ta boutique en ligne. Elle est même en refonte, j'ai remarqué. Elle est en refonte, effectivement. On va faire un lancement le 10 octobre. Donc, pour le moment, comme on a beaucoup de travail sur ce lancement, on a préféré temporiser et préparer et lancer le site à nouveau le 10 octobre. Donc, il sera accessible et on va faire en sorte de faire des choses originales. Enfin, vous verrez, il y a deux, trois trucs sympas. Voilà. Excellent. Donc, on va revenir en profondeur sur ce que NEMS fait, mais avant, je voudrais on va un petit peu on va un peu retourner en arrière parce que tu as dit un truc Ouais, assez intéressant. Tu as dit que tu as une formation de développeur, c'est ça? ouais, à la base, oui, oui, tout à fait. Ouais. En fait, moi, je suis ingénieur informaticien et j'ai Tu es originaire de Nantes, non? D'après ce que j'ai. exactement. Alors, je suis pas originaire de Nantes, j'ai fait mes études à Nantes. Ouais, tout à fait. Ah, ok. Ouais, voilà. Donc, Et je suis un pur
parisien, enfin plutôt banlieusard, hein, puisque je suis, Enfin, les arts. je suis même aujourd'hui présentement dans la même ville. D'ailleurs, la société est au Vésinet, hein, dans le 78, et j'ai toujours été là, quoi. Voilà. Mais j'ai fait mes études à Nantes. Comment est-ce que la transition s'est faite de partir comme ça on les connaît, les développeurs, comment ils sont, c'est pas, ce sont des gens qui ils ont une philosophie de vie qui n'est pas très, très, généralement, ils sont souvent purement très, très, très produits, ils sont pas trop, trop marketing. Et aujourd'hui, toi, tu portes ces deux casquettes et ce qui est, je pense, très, très important pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce que tu proposes sur NAMES. Mais comment est-ce que la transition s'est faite entre ce parcours très, très produit, développeur, ingénieur et la partie marketing? Alors là je parle effectivement, je vais parler d'une autre vie, hein, qui était la mienne, il y a beaucoup, enfin il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans maintenant. Moi j'ai suivi, très, très simplement le parcours qui m'était proposé, on va dire dans les études, dans ma scolarité. Donc en fait j'étais bon, tout simplement j'étais bon plutôt en logique et en maths. J'ai toujours été bon dans cette matière, et puis tout ce qui entourait finalement les maths, donc Mhm. la physique, la chimie, la biologie, tout ça. Donc naturellement, en fait, je me suis retrouvé un peu coincé dans cette facilité que j'avais de suivre la voie Standard. mathématique standard, quoi. Et je me suis retrouvé en école d'ingénieur, parce on m'a toujours dit: «C'est super, Michael, il faut que tu continues tes études, il faut que tu continues tes études». J'ai fini en école d'ingénieur, sans jamais me préoccuper de ce qui me plaisait ou de ce qui me plaisait pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai jamais remis en question, jusqu'au jour où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur développeur, télécom, enfin vraiment orienté télécom et informatique pour le coup, donc avec des connaissances assez pointues dans le sujet. Mhm. Et quand je suis arrivé, on va dire dans le domaine du travail, hein, dans la partie active, je me suis aperçu au bout de quelques mois, enfin je dirais même, ça a été très rapide, quelques semaines, que c'était pas du tout fait pour moi. Et que de Notamment faire des pour, choses. c'est pour SFR que tu as bossé à l'époque, si je ne m'abuse. Alors non, SFR, non, non, j'y ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'ingénieur d'affaires, donc là j'étais plutôt sur le côté commercial. Ah ouais, ça Heu c'était après la Et reconversion. je Voilà. Et non, tu n'as pas forcément trouvé ce que j'ai fait avant, parce que je l'ai pas forcément gardé, ni même sur mes profils ou sur mon historique. Heu, Ça fait partie d'une autre vie. Et non, j'ai commencé dans une société de services qui s'appelait à l'époque CMG, qui a été rachetée, par Logica, puis qui a été rachetée par CGI, qui est une très, très grosse société de services canadienne. Mhm. Heu, voilà. Et j'ai commencé en tant que consultant, développeur, puis chef de projet, sur des sujets qui me tenaient pas forcément à cœur. Donc très rapidement, je me suis posé la question: «Michael, qu'est-ce que tu fais là?» Voilà. Et «Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et est-ce que tu n'es pas fait pour autre chose?» Voilà. Et rapidement, je me suis rendu compte que, en regardant autour de moi, j'ai appris aussi ce qu'était l'entreprise, parce qu'avant je l'avais pas forcément fait, en tant que stagiaire, et cetera. Moi, on commence à regarder, puis employé en CDI, on a un peu plus le temps de se dire: «Bon, OK, alors qu'est-ce que c'est l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les différentes fonctions? Et qu'est-ce qui m'intéresse vraiment?» Ce qui m'attirait le plus à l'époque, c'était le commerce. Et je voyais les commerciaux, je me dis: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est aller chercher le client, c'est Mais il n'y avait pas aller d'influence, c'est pas convaincre». comme si tu avais des influences directes, peut-être dans la famille ou des gens qui étaient sur la partie soit commerciale ou marketing qui Ah, t'ont pas du tout, incité pas du tout, à pas du tout. creuser un petit peu cet aspect-là. C'est juste en regardant Mmh, comme ça de façon pas globale du les tout. entreprises dans lesquelles tu as Je suis bossé. Exactement. Je suis quelqu'un qui est très dans l'observation et qui assimile en fait ce qui se passe devant moi. Et j'essaie de comprendre en fait toutes les interactions dans un écosystème. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que aujourd'hui j'ai basculé dans le domaine de la mode. C'est que j'ai et ça a été mon métier pendant longtemps, hein, finalement, en tant que directeur de compte commercial. Mhm. C'est finalement de comprendre un écosystème et d'adresser
à mon client les solutions pour son besoin. Et finalement, ça a toujours ce qui a un peu guidé ma vie et même la mienne en particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, le besoin, c'était le mien et de me dire, OK, il faut que je regarde un peu ce qui se passe autour pour analyser qu'est-ce qui est finalement ce qui me correspond le plus. Et, euh, et c'est effectivement en échangeant, en collaborant avec, à l'époque, en proximité avec les commerciaux, parce que comme j'étais consultant, ils me plaçaient sur des missions dans diverses sociétés. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Voilà. Wow, excellent. Et là, tu avais déjà un truc plus ou moins clair de ce que tu allais faire. Je vais dire, soit monter ton propre truc, ou alors, aller peut-être prendre un petit peu de la bouteille en bossant pour d'autres personnes, mais plus sur l'aspect commercial. Est-ce que tu as mis une stratégie en place comme ça pour pouvoir te lancer sur cette nouvelle expérience? Alors, c'est très simple, c'est qu'effectivement, j'ai mis une stratégie en place. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était très difficile de développeur Ouais, à c'est un commercial. gros fossé. Pff, oui, Ouais. Ah tu oui, il y a m'étonnes. Ouais. il y a un fossé magnifique qui est à Il y a même franchir. même pire que ça, c'est parfois des petites guéguerres comme ça entre ces deux domaines-là, quoi. Enfin, dans l'ancien monde, aujourd'hui, avec, il y a de plus Aujourd'hui, en c'est plus. plus facile. Ouais. Là, Ouais, c'est plus ouais. facile aujourd'hui. Ouais. À l'époque, non, c'était autre chose. Et surtout, les commerciaux qui avaient une formation commerciale se faisaient un malin plaisir de te dire maintenant, Coco, t'es technique, t'es un développeur, toi, donc de quoi tu me parles? Alors, je leur avais dit, mais j'aimerais bien faire comme toi. Mais non, 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 en fait, non. Donc, la stratégie, c'était simple, c'est dire, OK, puisque ça va être compliqué d'avoir ma chance et que une reconversion va pas être aussi simple que ça. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais entreprendre. Voilà. Et en entreprenant, je vais Te certainement. lancer à ton propre compte, quoi. Te jeter, quoi. Te faire le grand Exactement, saut. exactement. Je me suis dit: «Je suis jeune», à l'époque, j'étais jeune, très jeune, je me suis dit: J'ai envie de monter ma propre boîte», et du coup, il y a rien qui m'arrêtera pour faire ce que j'ai envie de faire et de basculer sur ce que j'ai envie de basculer. Et j'ai rencontré, alors c'était ce que j'avais en tête, hein, je me dis: «Bon, il faut que j'entreprenne, il faut que je crée quelque chose pour pouvoir justement apprendre, et avoir l'occasion, en fait, d'apprendre». Parce que moi, dans ma vie, j'ai fait qu'apprendre beaucoup de choses sur Mhm. des sujets différents, divers et variés, et je me suis dit: «Bon, il faut que, je puisse, créer cette structure dans laquelle je pourrais évoluer». Et j'ai rencontré bon, évidemment, quand on est consultant dans une société de service, on rencontre plein de gens. Et j'ai rencontré des gens intéressants, Ouais, des tous profils ces différents, jours, j'imagine. des profils différents. Et je me suis associé rapidement à deux profils qui souhaitaient créer une société et qui avaient, alors, c'était deux profils du type aussi très très technique, hein. Donc il y avait un profil plutôt orienté architecte et un autre profil plutôt orienté tout ce qui est intégration et hébergement. Et ils voulaient lancer un projet d'hébergement mutualisé pour alors c'est très technique, hein, pour tout ce qui est serveur d'application Java, voilà, J2E. Et c'était avec une grosse teinte J2E, donc et Genre, logiciel. c'est genre un petit peu comme, un peu comme le cloud de Google ou Exactement, d'Amazon. c'était un peu le cloud avant l'heure. C'est-à-dire que l'idée, Mhm. c'était de mutualiser finalement des serveurs et de faire des services sur, sur plusieurs services, sur un même serveur dédié pour plusieurs clients. Donc, c'est finalement les prémices de ce qui est venu Là, après. on est en quelle Voilà. année? Parce que là, quand même, c'était à peu près. Alors, on est en 2003. Waouh! Parce que là, Voilà. c'était quand même les débuts c'était peut-être On était, parmi les pionniers, en fait. ouais, c'est ça, c'était vraiment les tout débuts de l'hébergement mutualisé. Après, effectivement, on appelle ça virtual machine, les VM. Enfin, ça a pris différentes formes jusque à devenir cloud quelques années plus tard, à partir effectivement de la décennie suivante, Mhm. où le mot cloud finalement s'est imposé euh, dans cet univers-là, mais qui n'est rien d'autre que de l'hébergement mutualisé sur des serveurs quelque part dans le monde et qui sont répliqués de telle manière à ce que les données ne soient jamais perdues. Voilà, et c'est un peu l'idée.
Hein, c'est ça. Mais quand même, ça reste quand même assez tech, tu vois. Et est-ce que là, tu avais la possibilité de basculer ou tu avais un petit peu les mains, vu que tu montais, vous étiez en train de monter vous-même la boîte, tout le monde faisait un petit peu de tout. C'était pas juste toi qui étais derrière ton ordinateur à croiser des matrices et des chiffres. Non, non, pas du tout. En fait, quand on a lancé ce projet-là, mon idée, c'était de prendre la partie, c'était le deal entre mes associés et moi. C'était de dire, bah, écoutez, moi, j'ai un vernis technique qui est très, très fort, évidemment, puisque je mets les mains dans le cambouis en tant que développeur depuis quelques temps. Et j'ai dit, moi, comme c'est pas mon truc, je sais que c'est pas mon truc. euh, Moi, j'ai envie en fait, de gérer la société et de développer commercialement le produit qu'on va développer. Et on est parti sur ce principe-là en se disant, bah, moi, j'ai le profil gestionnaire et commercial, stratégie, et vous vous occupez de la technique. Alors évidemment, même si on s'occupait tous de la technique quelque Ouais, part, tu avais quand même un regard comme ça par rapport à ton évidemment, ouais. expérience et peut-être, je pense que ça a dû peut-être être un avantage quelque part quand même parce que là, tu n'avais pas juste le mindset du développeur qui est concentré sur son produit et qui ne regarde pas de façon globale et vice-versa, hein, parce que même les commerciaux qui ne s'inquiètent pas, par exemple, de tout l'exploit technique qui a à faire pour pouvoir concevoir un truc qui est ergonomique. Peut-être tu faisais un petit peu le compromis entre les deux mondes, j'imagine. Exactement, exactement. En me disant que ma capacité à comprendre derrière pouvait m'aider justement à mieux vendre. Ce qui d'ailleurs, après, on s'aperçoit que c'est bien de savoir derrière ce qui se passe, mais que finalement, ça t'aide pas beaucoup, quoi. Quand tu veux vendre, il vaut mieux peut-être pas savoir ce qu'il y a derrière, parce que ça te permet d'avoir des arguments un peu plus percutants vis-à-vis d'un client final. Donc, mais ça reste quand même ça reste quand même important au final. Et même encore aujourd'hui, et ça fait partie de mes forces de comprendre globalement ce qui peut se passer derrière, même techniquement, au fond, je sais, quoi. Donc, et ça, c'est important, même si faut pas se focaliser sur aller trop toujours dans le détail de tout, parce que finalement on perd les choses fortes et les choses qui ont de l'impact pour un besoin ou pour un client. Et la boîte, elle existe toujours aujourd'hui? Elle existait à ma connaissance. Alors moi, je l'ai quitté. On s'est quitté 3 ans après. On avait réalisé un peu de chiffre d'affaires, mais ils voulaient m'emmener dans une direction qui était finalement trop technique. Et moi, j'étais devenu en 2-3 ans trop commercial. Et la société a existé pendant une dizaine d'années. Je crois qu'ils ont arrêté en Waouh. 2015, je crois. Et ils ont basculé sur une autre société qui travaille dans le paiement. Voilà, tous les Ouais, deux d'ailleurs. mais c'était pas mal déjà comme première expérience en tant que, enfin, sur sur cette nouvelle partie que tu voulais expliquer. Et c'était quoi ton retour par rapport à ça? Alors mon retour par rapport à ça, c'était de me dire, en je, Je veux dire, à la fin, est-ce que ça t'a dissuadé? Est-ce que ça t'a, par ah non, exemple, non, non, est-ce que non, tu non, en étais fait, triste à dire, ah, en fait, ça, c'est pas pour moi, je suis pas fait, alors en oui, fait, je suis un doux. j'étais effectivement, j'étais très triste en fait, j'ai vécu ça comme un échec à l'époque en me disant, «Mince, j'ai échoué», mais rapidement je me suis dit: «C'est pas grave, j'ai échoué», mais en fait, mon objectif dès le départ, c'était bien de basculer commercial. Et j'ai tout de suite après, j'ai trouvé un job de commercial pur, hein, donc d'ingénieur d'affaires dans une société de service. Alors pour le coup, une société de service qui vendait de la prestation de consultant. Mhm. Euh, et ça m'a permis de basculer dans ce monde-là et de devenir ce que je voyais 3 ans auparavant. Du Genre coup, j'ai comme basculé. des chercheurs de talent. Voilà, exactement. C'est dans les sociétés de service très classiques qui effectivement sourcent. C'était quoi ton rôle de fournir du lead ou Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est il y a double casquette. C'est-à-dire que tu dois trouver, en tant que commercial en société de service, tu as cet objectif de réaliser du chiffre d'affaires en alimentant finalement tes clients qui ont besoin de profils spécifiques, techniques. Et le deuxième sujet, c'est
euh, d'aller sourcer en fait avec la RH les profils qui peuvent t'intéresser et les recruter. Voilà. Donc c'est recruter et recruter en fonction des besoins qu'ont tes clients parce que tu as un portefeuille client et en fonction de ces portefeuilles clients et de leurs besoins, du coup euh, tu essaies de trouver et de signer les bons profils avec eux. Mais ça, Voilà. c'est du gros boulot, hein. En fait, c'est deux. En fait, tu as deux grosses tâches, en fait. Et au-delà du sourcing des talents, tu dois aussi pouvoir négocier des contrats avec des entreprises qui cherchent des talents, en fait. Parce que comme toi, comme ces entreprises, il y en a plein. Et c'est une grosse concurrence, en fait. Exactement, exactement. En fait, c'est un gros boulot et on est et ça a duré 1 an et c'est un travail qui est très compliqué et j'admire tous ceux qui le font aujourd'hui parce que Ouais. C'est avec on l'humain, est, en fait. Tout, c'est les que égos, il faut mélanger. exactement. C'est C'est super beaucoup complexe. d'humains. C'est beaucoup d'humains et en fait on est tiraillé euh, entre justement ce besoin du consultant, donc la personne humaine et technique qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de trouver finalement un travail au travers de la mission qu'on va lui donner chez son client, de pouvoir satisfaire le client avec ce profil-là. Et c'est un monde qui est assez aujourd'hui que moi je considère comme un peu inhumain en fait. De mon point de vue commercial de l'époque, c'est-à-dire euh, on était parfois contraint, et c'est ce qui m'a gêné très rapidement, on était parfois contraint de façonner en fait le consultant tel que souhaiterait le voir son client pour le placer, parce que finalement il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est que c'est le chiffre d'affaires que tu dois Ouais. générer au mois le mois, au jour le jour et à l'année, quoi. Euh, consultant content pas content, c'est pas très grave, quoi. Il faut Ouais. que tu trouves une mission et il faut que tu le places, quoi. Parce que il y a ce qu'on appelle après l'intermission, l'intercontrat, c'est-à-dire que entre deux missions, ton consultant qui est employé en CDI dans ta société de service, il ou elle fait rien et donc est une charge pour la société de service puisqu'elle est employée en CDI. Donc il faut rapidement lui retrouver une mission et, et coûte que coûte, quoi. Donc c'est cette espèce d'engrenage dans lequel tu dois trouver forcément une mission pour quelqu'un, quitte à lui faire signer n'importe quoi parce que toi tu l'as sur les bras et qu'il pèse lourd en fait dans la Je société. vois un petit peu ce que tu veux dire parce que, par exemple, j'ai mon frère qui bosse pour Accenture et je pense que c'est un C'est petit ça en peu fait, c'est ça. le même. Et je pense qu'il y a notamment Capgemini ou Ouais, KPMG c'est qui exactement font ça. ce genre de Ouais, trucs. Il avait des exactement. moments comme ça, il peut passer 3, 4 mois, il n'y a pas de mission, mais il est toujours payé en fait. Mais bon, Exactement. eux, ils sont très gros. C'est ça. J'imagine que ce n'est pas une grosse C'est ça. charge pour eux, mais si la boîte pour laquelle tu bossais, c'était un truc qui n'était pas encore assez gros, ça, c'est assez chaud quand même. Il y a une grosse pression derrière pour te dire, Bah, hey, il faut absolument que tu exactement. trouves un truc, une nouvelle mission. Et, Exactement, exactement. Et du coup, il y a une grosse pression évidemment sur les commerciaux. Mais c'est Mhm. la description de la société telle que tu l'as fait, c'est exactement ça, hein. Ce sont des sociétés de services et leur objectif, Est-ce c'est que la effectivement de pression faire est du chiffre. aussi, genre sur le consultant, par exemple, est-ce qu'il peut refuser? Parce que je sais que par exemple mon frère, il pouvait refuser des missions qu'on lui proposait si ça ne l'intéressait pas, si on l'envoyait peut-être dans une ville qu'il n'aimait pas. Est-ce qu'il y avait aussi ce genre de pression que tu trouves quand même des missions, mais le consultant, il n'est pas très chaud pour faire cette mission-là. Et, C'est exactement ça, c'est de la gestion de l'humain. et les répercussions, Bah, les- c'est très complexe. c'est très complexe. Oui, c'est très complexe à gérer. C'est pour ça que j'en suis sorti assez rapidement. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit que finalement, il y a beaucoup d'humains et j'ai beaucoup trop de respect pour l'humain et les personnes pour les guider au travers de choses qu'elles ne veulent pas faire. Voilà. Wow. Et ce genre de trucs-là, ça se passe sur quoi? Ça se passe sur LinkedIn, Oh non, LinkedIn, ça n'existait pas à l'époque. Non, non, non. Enfin, maintenant, oui, tout se passe sur LinkedIn. Aujourd'hui, oui. À l'époque, non. À l'époque, non. fallait C'était à aller la sur dure. Google comme ça, où il y avait Google, non, des petits Google, plans comme oui, ça, des un peu. forums. Non, non, mais après, non, non, après, c'était vraiment c'était du. Il y avait ton téléphone était ton meilleur ami, hein. Quand je dis téléphone, c'est chercher à joindre absolument, en tout cas faire du business avec les clients. C'était la prospection dans le dur. Ouais, à Euh, l'ancienne.
à l'ancienne, quoi. Donc, et ce que j'ai jamais oublié, ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, c'est les outils type. Alors Google existait déjà à l'époque, mais il n'y avait pas forcément autant d'informations qu'on pouvait en trouver aujourd'hui. Et LinkedIn existait. Enfin, c'était des prémices tout ça. Ouais, ouais, il paraît que c'est peut-être la meilleure école parce que j'ai aussi reçu Sébastien Tissier qui est aussi de cette génération-là, des gens qui vendaient des leads, mais vraiment complètement à l'ancienne, quoi, avec des fax, avec des. Donc, il y avait pas ces trucs de LinkedIn, des plateformes dédiées pour recruter des professionnels et il fallait faire comme ça à la main, en fait, appeler des tonnes et des tonnes de personnes comme ça en mode cold calling et Bah, c'est c'est. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça et c'était prends ton téléphone et tu sais que de toute façon, il y a des ratios qui sont fixes. C'est-à-dire que pour avoir un lead, tu es obligé de téléphoner à 100 personnes, quoi. 100 personnes, en rencontrer 10 et potentiellement lever un lead, quoi. Donc Mhm. c'est par ces ratios-là que tu es drivé et tu te dis: «Bon, bah, voilà, si je veux avoir 4 leads, il faut que j'appelle 400 personnes, quoi. Donc il faut que ces 400 Ouais. personnes, faut que je les Ouais, mais trouve». c'est pas que ça, hein, pour que les gens ils comprennent bien. Il faut que tu appelles 400 personnes, mais c'est avec l'appel, le call en fait est vraiment cadré et strict. Il y a tout un schéma, un canevas de Ah, bah, oui, oui, comment, évidemment, il y a ouais, toute de une, l'intro, des réponses qui sont même déjà automatisées. Quand je dis automatisé, je veux dire c'est un petit peu comme comment comment je peux décrire ça? Tu as un schéma, tu as un script, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu as un script de call et que tu suis à la exactement, lettre. Et exactement. Ça généralement, s'appelle c'est un là où tu peux ça faire s'appelle ton un ratio. script, exactement, c'est un script de prospection. Généralement, tu as ton scénario, tu as tes scénarios, tes différentes sorties en fonction des réponses de ton client, enfin Ouais. de ton Des prospect, réponses du qui ont coup. déjà été anticipées par des postulats, peut-être des expériences. À chaque fois, quand il y a telle Exactement. question, c'est ça qui revient à chaque fois. Donc, ça, c'est Exactement, clair. mais chacun élabore, enfin, on est dans des sociétés où chacun élabore ses scripts, lui-même, quoi, hein. C'est voilà, on prend, Ouais. en fonction de «ses produits», entre guillemets, de ses offres, hein, bah, du coup, on construit sa propre approche, et c'est ce qui rend aujourd'hui ce travail sympa. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est libre cours à ton imagination pour aller Ouais. chercher, finalement ton Ouais. client. Mais ça ne change pas trop, hein. C'est ce qui se fait de nouveau aujourd'hui, sous Ah, mais d'autres formes, avec d'autres le métier change facilités pas, hein. peut-être. Le Mais métier change pas, c'est juste les outils qui ont beaucoup progressé autour de tout ça ouais, et en que termes de voilà, c'est CRM, en termes exactement, d'organisation, ouais. exactement. En termes de CRM, c'est beaucoup, enfin, évidemment, on avait des CRM déjà à l'époque, mais ça Je me a rappelle, Sébastien, lui, énormément, c'était des tableaux Excel qu'il faisait oui, comme oui. ça, il croisait des trucs comme ça. Eh ben, C'est c'est exactement vraiment ça. ouf. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, ouais, ouais. En fait, à l'époque, on avait des tableaux Excel, et tout était centralisé par des tableaux Excel dans tous les sens. Ça aussi, ça m'est resté. Je travaille beaucoup avec les tableaux Excel encore aujourd'hui. Ah Mais bon? oui, C'est oui, pas plus encore aujourd'hui, mais complexe? à titre personnel, hein. Mais finalement, on aime beaucoup Excel, donc quand on a ça dans la peau, on travaille toujours avec. Mais si, si, après, c'est complexe. On peut pas travailler avec que de l'Excel et qu'aujourd'hui, il y a des outils Ouais, un petit peu plus poussé, qui hyper combine l'Excel développés. et tout ça. Exactement, et surtout les CRM, quoi. Voilà. Ouais, Tout ce qui est CRM. Il y a notamment CRM, Airtable, c'est que messagerie moi-même d'entreprise. j'utilise en fait. C'est vraiment très balèze. Tu peux suivre à la lettre le parcours. Enfin, pour ceux qui vendent des leads, hein. Donc, tu peux suivre à la lettre, savoir tel, je lui ai déjà envoyé. Hey, salut, merci d'avoir accepté la demande de connexion. Et tu as des messages même qui sont déjà automatisés avec des couleurs comme ça. Moi, j'adore cet outil. C'est ce que moi j'utilise pour LinkedIn. Et que tu sois Ouais, là ou ouais, qu'un autre collègue, j'ai pas besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Il arrive sur le CRM, il comprend tout, il sait quel est le parcours, il sait ce qu'il doit faire en fait. ouais, mais effectivement, tu as plein de CRM qui existent aujourd'hui, hein. Tu as des choses qui sont un peu légères, hein, comme Pipeline, No CRM, ou après, si tu veux, la Rolls, tu as Salesforce, hein. Tout le monde utilise Salesforce aujourd'hui. Mhm. C'est devenu un peu la référence, mais voilà, à l'époque, ça n'existait pas. Excellent. Là, ça montre vraiment que tu as connu les deux mondes, tu as toute cette expérience-là et t'as, est-ce que là, à l'issue de cette expérience-là, euh, Mhm. l'idée, c'était vraiment parce que j'imagine que tu as dû apprendre des choses, même si quelque part, tu étais tout de suite.
plus dans ton élément, c'était plus supportable pour toi de travailler dans ces conditions-là. Tu as forcément appris toutes ces choses qu'on vient de citer là. Et est-ce que l'idée, en sortant de là, c'était d'aller monter vraiment un truc? Est-ce que là, tu étais déjà en train d'entrer dans le monde de la fashion, de la mode? Oh non, j'en étais, je pense, j'en étais très loin et en fait, l'idée, pour lier, notre échange d'il y a 5 minutes, c'était, quand je suis sorti de la création de mon entreprise, je me suis dit: «OK», donc j'étais déçu et prêt à rebondir, mais je m'étais dit: «Je reviendrai, un jour j'y reviendrai». Par contre, maintenant, je sais exactement, là où les écueils, heu, ce qu'il faut pas faire, enfin, en tout cas, ce que j'en avais appris, hein. Après, Mhm. j'ai pas la science infuse non plus, mais heu, les, les choses à faire et à ne pas faire. Et je m'étais dit quand j'y retournerai, déjà j'y retournerai, entre guillemets, «seul» en tant que pilote, parce que c'est trop compliqué de piloter une société à 3 et j'y retournerai avec, ça et ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je m'étais fait mon petit programme en tête en me disant, et je n'y retournerai pas jamais avant. Parce que, créer une société, ça c'est et aujourd'hui, c'est le cas, hein. C'est quelque chose qui est, Jackie Chan parle, bah, il l'a lui-même repris d'ailleurs, c'est de vallée de la Mhm. mort, mais c'est un peu ça, hein. Ouais, C'est, les fameux 3 ans. les fameux 3 ans, donc c'est quelque chose qui est, il y a beaucoup de contraintes, c'est un la création, c'est un sujet magnifique où il y a beaucoup de choses à faire et il y a tout ce qui est développement, c'est vraiment c'est passionnant, évidemment, c'est passionnant et tous ceux qui sont passés par là te le diront, Mhm. et le diront, mais on peut pas y aller à la légère, en fait. C'est pas possible. On peut pas y aller en se disant je vais créer le truc et puis j'y verrai bien. Voilà. Parce que ça, en fait, alors c'est bien, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire plusieurs fois et on peut, dans un état d'esprit, c'est-à-dire que je le fais plusieurs fois et même si je me plante plusieurs fois, je rebondis, mais je vais apprendre à chaque fois. Euh, ça peut être une idée. Moi, c'était pas la mienne. Moi, l'idée, c'était de me dire quand je reviendrai, je serai là et quand je serai là, Ce sera ce pour sera, rester. ce sera pour rester. Ce sera pas pour me dire, ok, je me suis planté et puis je recommence ailleurs, etc., etc. Non, je m'étais dit, quand j'y retournerai, c'est que j'aurai toutes les cartes en main et quand j'aurai toutes les cartes en main, ça va faire mal. Voilà. Ben là, ça veut dire que tu es retourné en entreprise, en fait. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je dis, ça veut dire, de ce principe, tu es retourné en entreprise, en fait. Alors de ce principe, moi je suis retourné effectivement en entreprise après la création, ouais, exactement, pendant des années en me disant: «Je vais accumuler de l'expérience, Ouais. j'en ai pas assez, il y a des tas de domaines qui m'intéressent et sur lesquels je veux avancer et je veux me forger ma propre personnalité à travers tout ça, Mhm. et suivre mon propre chemin et le moment venu, j'y retournerai. Quand j'estimerai, avoir suffisamment, de connaissances, d'expertise, de recul sur beaucoup de choses, euh, je me dirais, c'est le moment. Et donc, ça a été le moment il y a 1 an et demi, quand, avec Vincent, mon associé, on s'est dit qu'il fallait euh, qu'on crée Names et qu'on aille sur ce chemin. Voilà. Est-ce que tu as des regrets, Michael? Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas forcément eu besoin de faire ces huit années en entreprise, chez SFR notamment, et que tu aurais pu directement aller sur d'autres projets connexes parce que là, tu l'as fait, tu as assez de distance aujourd'hui pour savoir si c'était quelque chose d'utile ou pas, d'utile ou pas. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que j'ai vécu beaucoup de choses durant toutes ces années qui m'ont apporté et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et je regrette, c'est ce que je dis d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, chez Names, on est 8, hein. C'est ce que je dis. C'est ne jamais regretter ce qu'on fait et toujours y aller avec la banane, quoi. Il faut toujours être heureux de ce qu'on fait et de le faire avec plaisir, sinon ça sert à rien, parce que le plaisir, c'est le cœur de tout. Et ne jamais regretter et toujours avancer. Donc il y a un moment pour tout et non, je regrette pas parce que j'ai vécu des moments
difficile ou plus simple en fait, au travers même de ma dernière expérience chez SFR dans les télécoms. Mais ça nous permet de se construire et d'apprendre. Voilà. Et que si c'était pas le moment avant, bah c'était pas le moment. Et qu'il fallait pas chercher à pousser les choses et que les choses arrivent naturellement quand elles doivent se passer. Voilà. Donc non, je regrette rien. Et puis en fait, si aujourd'hui ce projet, je le prends en main et que je le développe, c'est que derrière, j'ai un vrai j'ai un vrai sujet et sur lequel il faut aller de l'avant et montrer que une des voies possibles, c'est celle que je propose. Voilà. Et donc, pas de regret, évidemment. Ok. Alors, avant qu'on ne revienne sur Names, j'ai encore une dernière question. Non, je t'en prie. Est-ce que tu avais cette même... est-ce que je peux parler de discrimination? Mais le fait, par exemple, que tu avais un profil très dev avant et que tu es Mhm. arrivé à SFR, ouais, il y avait déjà le profil de commercial que tu avais avant dans la boîte de recrutement de talents. Est-ce qu'il y a eu il y a eu un petit flou? Est-ce que c'était compliqué d'entrer à SFR avec ce profil-là? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça s'est fait naturellement, en Ou c'était fait. le contraire? Oh, en plus, tu as deux expériences, une expérience de vendeur et en plus une expérience de dev, je sais pas. Non, finalement, au travers du temps et de l'expérience, tes anciennes expériences viennent à être gommées naturellement, en fait. Naturellement quand on parle, naturellement quand tu te présentes et naturellement quand on t'analyse, en fait. Mhm. Et mon passé de développeur, finalement, n'a plus jamais refait surface. Voilà. C'est quelque chose qui était estompé avec le temps parce qu'en fait, on ne s'intéresse plus à ça. C'est-à-dire que finalement, on s'intéresse à la personne qu'on a en face de soi. Est-ce qu'elle est capable, oui ou non, de répondre aux enjeux de l'entreprise? Oui. Et si elle est capable, en quoi? Montre-moi, toi, Michael, que tu es capable de répondre aux enjeux une fois que tu es arrivé dans l'entreprise. Donc, finalement, le passé de développeur finit par être gommé de lui-même au fil du temps. Mhm. Maintenant, ça te donne plein de cartes en main pour pouvoir faire des choses, mais ça m'a toujours finalement aidé dans le sens logique du terme. C'est-à-dire que Ouais. cette logique et ce côté analytique et logique, je l'ai toujours gardé en moi. Euh, de la même façon que je faisais à l'époque du code. Alors, j'étais plutôt bon codeur, hein, c'est pas, voilà, mais donc j'ai gardé ça dans la façon, dans mon approche. Donc j'ai une approche toujours très cartésienne, Ouais, très sur la partie mathématique, très, analytique, j'imagine. voilà. Et ça, je l'ai gardé. Mais et finalement, c'est ce que voient les personnes, ceux qui m'ont recruté à un moment donné, c'est ce qu'ils ont vu aussi en moi. C'est mon côté très analytique, très cartésien, qui vient de mon côté développeur informatique. Excellent. Donc, tu as dit que, ouais, ma question, c'était plus par rapport c'est pas toi que je vais apprendre ça, ce phénomène des cases. On aime bien mettre les gens dans les cases, surtout Ah chez oui, nous en oui, oui, francophonie, tu es je développeur, qu'est-ce que confirme. tu fous? Ouais. Donc, c'est plus pour ça que je posais cette question. Et pour revenir sur ce qui est de NEMS, tu as dit que tu n'étais pas tout seul. Mais avant, comment est-ce que l'idée de NEMS, sur quoi est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait? Déjà ce nom, Names, le nom, Alors, les noms. les noms, c'est ça, exactement. Quand on a démarré, alors il y a plusieurs questions dans ta question. Quand on a démarré, donc il y a un peu plus d'un an et demi avec mon associé Vincent, euh, qui travaille dans la finance, et c'est d'ailleurs pour ça que cette association, elle est pour moi importante Mhm. et qu'elle a du sens. C'est-à-dire que, je vais faire un petit aparté, c'est que pour la réussite d'une entreprise, et ça c'est l'analyse que j'en ai faite au travers de mon histoire, c'est que Ouais. pour réussir un projet, il y a trois gros piliers. Okay, il y a le premier pilier, c'est plus que l'idée, c'est la vision. C'est-à-dire une idée, mais dans le temps. D'accord. Donc, c'est-à-dire Mhm. que c'est bien d'avoir une idée, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir comment ton idée va évoluer dans le temps et par rapport à quoi et dans son contexte, etc., etc. Donc, la vision, c'est un des piliers. Le deuxième pilier qui est important dans la création d'un projet tel qu'une entreprise, c'est la partie finance.
C'est en gros comment tu vas réussir dans le temps à pouvoir garantir la stabilité financière de ton entreprise et la développer. Et ça, aujourd'hui, c'est mon associé Vincent qui a les clés de ce sujet-là, Mhm. puisqu'il est, c'est sa formation et qu'aujourd'hui, il travaille dans ce milieu-là et ce secteur. Et le troisième pilier, c'est l'exécution. C'est-à-dire que une fois que tu as cette vision, une fois que tu sais, bon, que, effectivement, tu peux garantir ta stabilité financière dans le temps, il faut pouvoir l'exécuter. Donc, tu as un plan, et ce plan-là, il faut le mener à bien. Et pour le mener à bien, c'est moi qui suis le garant sur le sujet. Et voilà comment, en fait, cette association avec Vincent, pour moi, est clé parce que ces trois piliers-là sont respectés et c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui de nous dire qu'on a, et avec notre volonté, notre dynamisme, etc., va faire que notre projet va réussir. Voilà, parce que ces trois fondamentaux-là Mhm. sont présents. Et, Comment le fit s'est et fait? Tu le connaissais avant? C'était un pote ou c'était quelqu'un que tu as rencontré comme ça pendant la période où tu as eu l'idée de Names et que tu as monté le projet? Alors c'est un ami de très longue date. En fait, on habite la même ville. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas pour rien que le siège de la société est au Vésinet, comme je le disais au tout début. Mhm. C'est que on a fait la même école, on vient du même endroit et on a gardé contact longtemps et on se voyait très souvent. Alors, on a pris des chemins très différents, hein, mais euh, on discutait souvent en se disant que euh, on avait des profils qui étaient complémentaires et que lui comme moi, on était entrepreneurs dans l'esprit et que il fallait qu'un de ces quatre, on travaille ensemble. Voilà. Et finalement, puisqu'on avait cette idée en tête dès le début, c'est venu très rapidement. Ouais. Ouais. Enfin, très rapidement, récemment. Mais... C'est quelque chose que ces dernières semaines, j'ai remarqué ça chez plein d'entrepreneurs, comme par exemple Jean-Charles Crodali que j'ai reçu la semaine passée. Euh, Pareil avec son associé de fête, l'entreprise de la Fotech qu'il a revendu à Restoin en 2018. Et son associé, c'était quelqu'un qui était dans son lycée, avec qui il avait plutôt un bon fit. Et il se disait comme ça, il a mis dans le coin de sa tête, si jamais il arrive que demain, je lance un truc, je pense qu'on devrait faire un truc ensemble, quoi. Et pareil, et direct, dès qu'il a lancé Fête, comme associé, il a directement pensé à son pote et c'est comme ça que l'association s'est faite, en fait. Je pense que l'association, et c'est même ce qu'on fait même au jour le jour hein, chez Name, c'est l'humain, il est au cœur de la réussite. À partir du moment, l'humain dans toute sa complexité évidemment, mais Ouais, ouais, ouais. et les interactions entre les personnes, c'est ce qui fait la réussite d'une société. Donc, à partir du moment où tu as un fit avec quelqu'un, où tu te dis, on a les mêmes bases et on est capable d'aller à ce même endroit ensemble, effectivement, et que ça fait sens, ça devient naturel. Ouais. Excellent. Et dis-moi donc, comment est née l'idée de NEMS avant de revenir sur le nom NEMS? Alors, ouais, voilà, alors, c'était effectivement dans ta question précédente, c'était un des sujets. Donc, quand on se voyait de manière récurrente avec Vincent, et on a énormément de sujets de discussion. Et un sujet de discussion qui est venu donc, il y a un petit moment maintenant, qui était euh, globalement, c'était on en a marre de s'habiller toujours chez les mêmes et de voir toujours les mêmes fringues partout et de voir le monde dominé par les mêmes marques qui finalement sont on va dire pas forcément, on va dire en utilisant voilà, De se voir cloner comme ça, tout le monde habillé pareil. voilà, voilà, exactement, exactement. Et de se dire, bon, et pas forcément dans le respect de l'humain ou des choses, si Ouais, tu vois ce que je veux dire, mais bien sûr. parce que tout le monde aujourd'hui voilà, le sait et qu'en allant dans certaines enseignes, enfin, mais je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai tournant sur ce sujet-là. Euh, voilà, du coup, la planète dans sa globalité, l'empreinte carbone, etc., elle en prend un coup, quoi. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, ça, on en a marre.
on a marre d'effectivement de voir des clones partout et de se dire que ah bah tiens, tu as le même truc que moi, ok super. On se dit bah il y a forcément une alternative. Il doit y avoir des choses qui existent et Mhm. on est juste parti de ça. Je lui dis bah écoute ouais tiens je vais regarder et on a commencé à dérouler le fil de ce qui pouvait exister comme alternative et on s'est penché sur le sujet et j'ai vu que, comme je te le disais au tout début, c'est que bah, des marques, il y en avait beaucoup en France et souvent pas souvent, c'est quasiment pas tout le temps, mais quasiment tout le temps, si des marques de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai élan et un vrai dynamisme sur tout ce qui est éthique et responsable et que aujourd'hui, les marques, ça devient les jeunes marques qui sont portées souvent par des jeunes, ça fait partie du cœur de euh, leur cœur de sujet, bah, c'est de porter finalement de la qualité au travers de les vêtements et de les proposer finalement à tout à chacun. Donc c'est dit, mais c'est dommage parce que ces marques-là, elles ne sont pas visibles, on les voit pas. Moi, Michael, je les vois pas. En fait, je sais pas que je peux m'habiller là-bas. Et tout est parti de là. On s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire. Il y a des initiatives qui existent. Hein, il y a des plateformes, ce qu'on appelle des marketplaces qui existent. Mhm. Nous-mêmes, on se définit pas trop comme une marketplace parce qu'en fait, aujourd'hui, une marketplace, mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on va proposer. Hein, Ouais, c'est-à-dire, ouais. C'est ce que j'allais te c'est- poser même comme question. Est-ce que Names, sur sa partie boutique en ligne, c'est une marketplace? alors, sur la partie en fait B2C, c'est une marketplace. C'est-à-dire que, mais dans le sens originel du terme, c'est-à-dire c'est une place de marché dans lequel bah, tu mets en relation des acheteurs et des vendeurs. Ouais. Mais ce ne sont Euh, pas du tout vos produits. Vous mettez juste en avant des produits de ces marques, de ces créateurs atypiques qui sont pas forcément, qui n'ont pas peut-être ce même aura ou cette même visibilité que les grosses marques, en fait, si je ne m'abuse. Bah, oui, c'est ça. Et au-delà de ça, en fait, nous, le B2C, en fait, donc le business to consumer, c'est-à-dire ce qu'on propose auprès du grand public Mhm. vis-à-vis de ces marques, hein, pour nous, c'est une évidence à développer pour pouvoir aider et accompagner le créateur dans son développement lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer, alors on pourrait proposer tout de suite des services B2B aux jeunes marques parce qu'elles en ont besoin, mais sauf qu'elles n'ont pas Ouais, les c'est un moyens. vrai besoin. On en parle notamment avec Jackie Chan, c'est un vrai besoin. Les petits commerçants ferment tous les jours parce que c'est vraiment chaud. C'est quelque chose qui est, c'est une vraie réalité. Et Et, elles n'ont pas compris en fait le tournant digital et tout. Et c'est ce que lui, il essaie d'apporter à son niveau. Mais toi, tu t'adresses directement aux clients en fait, en B2C. exact, Parce que lui, il va en exactement. B2B en fait. Lui, il va en B2B. En fait, le modèle de Jackie Chang est génial, en fait, évidemment, parce qu'il permet en fait, à des boutiques qui aujourd'hui n'ont pas vu le virage du digital et s'en prennent plein la figure, bah, de pouvoir concurrencer des grosses marques qui ont, enfin, quand je dis Ouais, ils ont grosses marques, toute la enfin, puissance qui sont très, marketing pour. Ouais, voilà, qui ont la ils puissance peuvent être marketing partout en fait. exactement, qui peuvent être partout dans le monde et partout dans le monde physique et virtuel. Et Jackie permet justement de pouvoir aider ces boutiques-là à pouvoir proposer une offre bah, qui est en tout cas de qualité hein, et surtout à un prix qui permet parce qu'en fait il permet justement de casser en fait toute cette chaîne d'intermédiaires qui existe Ouais. dans l'écosystème actuel. Donc, Et et même ça la permet barrière à justement de l'entrée, dégager des parce qu'il marges. y a toute la partie, par exemple, shooting photo, il en parlait. Je crois que c'est une journée, ça doit coûter dans les 2 500 euros. Je crois il a dit, dans ton podcast, il a dit 2000 et je l'ai rencontré, Jackie, effectivement, c'est ce qu'il dit. Ouais, ouais, 2000, ouais. Ça coûte excessivement cher et tout ça, ces marques, lorsqu'elles sont validées, parce qu'ils se rassurent d'abord que ce sont des gens qui sont enregistrés. Donc, il y a une barrière. Donc, tu ne vas pas arriver sur le site comme ça et directement acheter ces produits. Donc, il y a cette barrière-là qui est cassée déjà, que tu peux avoir des photos professionnelles, tu peux avoir Exactement, exactement, sans dépenser un exactement. centime et vendre à des prix qui dépassent tout, au niveau concurrentiel quand même. On ne peut pas faire mieux, j'imagine.
Alors ça fait partie pour moi. Alors effectivement, Jackie, lui, il fait les photos côté B2B, donc ça sert pas les mêmes objectifs. C'est juste donner de la visibilité Ouais, au pour client ces Mac final là, qui est. parce que ces Mac là, parfois, ils peuvent avoir l'obstacle de wow, moi, je peux pas. Puisque les photos, c'est pas une seule fois, en fait. Elles sont actualisées tout le temps et c'est pas évident pour ces petites Mac Oui, là tout à fait. Ouais. d'offrir un tel Tout à budget fait. récurrent Exactement. pour mettre en avant les Exactement. produits. Exactement. C'est-à-dire qu'il a Jackie, lui, dans son approche, il est digital, donc il a besoin de faire ses photos pour que les boutiques puissent voir en fait d'un point de vue digital directement sur Internet à quoi ressemble le produit, comment il est porté, etc. pour pouvoir réaliser leurs commandes. Mhm. Nous, le sujet, c'est connexe. Hein, c'est aussi, nous aussi, on a besoin de photos pour mettre en valeur, mais tu viens un peu différent. C'est nous, c'est mettre en valeur le produit pour que le client final puisse voir sous son meilleur jour, mais pas tout à fait le même public que Ouais, ouais, avec, là, on s'adresse directement au client, quoi. C'est pas comme voilà, Jackie qui s'adresse exactement. aux marques. Donc, c'est en Exactement. Nous, B2C. Donc, c'est le même exactement. Nous, boulot, mais pour une autre cible. voilà. Et nous, c'est le grand public. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une cohésion, une uniformisation. Donc, on shoot nous-mêmes les photos, effectivement, sur la plateforme pour que le client final puisse reconnaître, en fait, euh, quelque part, une seule marque cohérente qui est Names. Voilà. Et qui propose derrière, évidemment, nous, l'idée, c'est de s'effacer le plus possible. Donc, on a un design qui est très épuré, hein, pour s'effacer au profit des marques qui sont derrière. Donc, on a plein de choses à mettre en place, hein, au niveau de la mise en valeur des créateurs, et pas seulement au travers des photos qu'on fait pour mettre en valeur les produits, mais également à mettre en valeur tous les créateurs et les marques qui sont derrière. Et Name, c'est quoi? C'est l'idée. C'est tellement simple et tellement clair en même temps. Je sais pas comment tu as eu cette idée ou peut-être c'est toi qui as eu l'idée de Names? Alors non, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de Names. En fait, ça a été un brainstorm à plusieurs. En fait, très tôt dans la dans l'histoire de Names, qui est encore assez courte, hein, voilà. Mais au tout Mhm. début, on s'est dit qu'un directeur artistique était essentiel à structurer visuellement notre idée. C'est-à-dire Ah, que moi, dès le dès départ, le il y avait départ, déjà un. exactement. Et ce directeur artistique nous a fait des propositions diverses et variées. Alors, donc Name, ça aurait pu s'appeler. Il y a un bon nombre de propositions qui sont passées à la trappe, mais Mhm. euh, et finalement, on a retenu très rapidement et de, ma- de manière assez naturelle Names parce qu'il finalement, euh, il s'est imposé tout seul. Voilà. C'est-à-dire que finalement, tous les autres ne faisaient pas le poids face à cette marque en fait qui est devenue, qui a pris de la couleur tout de suite, qui est devenue rouge parce que dès le début, je dis il faut quelque chose faut qu'on puisse le voir. Quoi. Il faut que Ouais, c'est vraiment à la fois simple, mais en même temps, ça parle. Moi, j'adore. Moi, ça me plaît en fait. Écoute, je te remercie, c'est gentil. L'objectif, c'est que ça plaise et qu'on puisse s'identifier, comprendre en fait Parce que sans aussi même l'idée comprendre qu'il y a de derrière. quoi il s'agit, ça attire quand même l'attention. Tu as envie de cliquer. Mais c'est quoi ce Names? Tu as envie de cliquer, tu vois. Et c'est Voilà. ça l'objectif, en fait, C'est ça de l'objectif. Ouais. pouvoir C'est attirer les gens et pas juste attirer exactement. les gens pour rien, pour proposer un vrai truc derrière. Donc, si ton truc est en Et- carton derrière, donc, les gens, ils vont arriver, ils vont repartir après, quoi. Exactement. Et l'idée des noms en fait. Euh, c'est que finalement, c'est simple parce que c'est ce qu'on porte en fait. On porte des noms qui se veulent être importants puisque ce seront les grands noms de demain. Donc c'est toute une philosophie qui est derrière, hein, liée au Yes. nom, mais c'est un peu l'idée. Donc on porte des noms et on porte plus que ça évidemment, mais c'était la meilleure définition en un mot et en tant que nous-mêmes marque qu'on ait trouvé. Voilà. Et comment on lance un tel projet comme Names? Niveau tech, par exemple, est-ce que tu as remis encore les mains dans le cambouis comme à l'époque? C'est toi qui travailles ça ou il y a une équipe que tu as mis en place, que vous avez mis en place avec votre board? Comment est-ce que ça se lance? Comment est-ce que ça se finance même déjà, en fait? Parce que j'imagine que seulement pour cette marketplace, entre guillemets, ça doit coûter assez cher.
Alors effectivement, c'est deux sujets hein, qui sont importants et clés hein, dans le développement. C'est comment tu le finances, effectivement. Et ça, c'est ce qu'apporte donc mon associé qui a qui met en place en fait les éléments financiers qui nous permettent d'avancer. Donc au départ, on est parti avec une mise de départ pour démarrer, puis on a levé des fonds. De vos propres fonds, ça c'est de vos Oui, propres de poches, nos il n'y a propres pas eu de fonds, ouais. levée. Exactement. C'est pour démarrer, on a démarré comme ça. Ensuite, il y a eu une première levée privée fin décembre 2018 Ce qu'on et appelle là, du love money, c'est généralement Love des trucs Money, qui sont exactement, levés entre exactement. des proches, ça peut être Exactement. la famille. Exactement. Love Money principalement. Et il y a une levée de fonds qui est en cours, qui est aussi qui est du Love Money. Donc, on fonctionne par étapes. On est très, comme je le disais au tout début, on est très test and learn. C'est-à-dire qu'on Ouais. avance par étapes, Mhm. on verrouille l'étape, on se dit ok, c'est bon, on peut passer à la suivante, etc., etc. Et après, en termes techniques, de la même façon, on a lancé une première plateforme qui était sur les bases d'un WordPress avec WooCommerce pour tester. Là, je suis en train de rire parce que ça revient à chaque fois, en fait, de faire une façade comme ça. Vraiment, tu crois que c'est un site qui vient du futur, alors que derrière, c'est juste, c'est un gros test, en fait, pour voir déjà si ça intéresse et plus tard aller sur une vraie tech, en fait. Le site qui était là avant, parce que j'avais déjà dit que c'était vraiment très joli, très beau devant, mais je me doutais un petit peu que ça fait quand même quelques mois s'il n'y a pas eu parce que ça coûte assez cher. Tu vas pas nous dire les prix, mais quand même, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour mettre lorsqu'on part déjà sur une marketplace Ouais, un peu comme oui, ce que c'est tu ça. veux lancer. Jackie Chan, Oui, il oui, en c'est ça. parle, quoi. Son premier Oui, oui, truc à c'est ça. l'époque, c'était il a dépensé 60 000 balles. C'était pas à la hauteur de ce qui est la tech qu'il a aujourd'hui. Donc, je trouve C'est ça ça. très, très intéressant, test and learn, et ça reste quelque chose qu'on devrait plus mettre en avant pour tous ceux qui se lancent, qui veulent directement aller sur le projet, la tech la plus parfaite qui n'intéresse personne, en fait. Bah, tu peux pas en fait partir sur quelque chose d'absolu, c'est impossible parce que quand tu te lances, déjà tu as une méconnaissance de ton environnement. Alors moi encore plus puisque le milieu, le secteur de la mode, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de m'y intéresser, vraiment de rentrer dedans parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi à titre personnel, hein, évidemment, mais je connaissais rien du milieu vraiment intrinsèque de comment ça fonctionne. En revanche, mon métier d'avant, c'est vraiment analyser, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est de justement analyser en détail un écosystème pour pouvoir répondre à un besoin client. Et en fait, je l'ai appliqué aussi à ce secteur-là. Je me dis, OK, finalement, je transpose ce que je connais et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et de voir comment moi, je peux m'adresser et toucher un client final dans cet écosystème en lançant une nouvelle offre. Et voilà. Et du coup, ça m'a permis de comprendre avec cet objectif-là que j'avais, hein, de me dire, OK, il faut que je réponde à ce besoin-là, de comprendre l'écosystème et de me dire, OK, je vois comment ça fonctionne, j'ai compris. Maintenant, il faut que je me positionne comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il faut qu'on puisse faire comprendre que nous, on se positionne sur telle offre exactement, et on va essayer de regrouper, de faire partager, de fédérer autour de ce projet-là et d'avancer au fur et à mesure. Mais il faut déjà effectivement, donc première étape, il faut déjà faire comprendre qui tu es. Donc aujourd'hui, on a 45 marques embarquées Mhm. sur le projet. Ah, Et juste 45 marques, waouh, c'est quoi justement le profil type de la marque qui vend ses produits sur Name? J'imagine quand même qu'il y a une barrière à l'entrée. Pas pour dire que c'est pas réservé à tout le monde, mais il y a des critères quand même, il y a des standards à avoir, j'imagine, pour pouvoir vendre sur Names ou pour pouvoir être accompagné par Names, parce que c'est pas juste pour vendre, c'est un accompagnement global sur, j'imagine aussi la partie branding, la partie visuelle.
C'est quoi les critères? Alors les critères sont très simples aujourd'hui. Alors ils vont dans le temps, à venir, effectivement, on aura une charte qui va devenir très précise et cetera. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, dans notre vie à nous de pouvoir réaliser une telle charte. En Mhm. revanche, Quelque chose ce qui est en train de se qu'on définir progressivement. exactement, c'est quelque Ouais. chose qui est en train de se définir progressivement, mais qui est lié aussi au label, hein, parce qu'on se définit comme un label de mode, etc. Donc tout ça, c'est lié, c'est en construction. En revanche, nous aujourd'hui, notre modèle, c'est de se dire les marques qui sont actuellement sur Names et qui sont dans le futur, qui sont sur Names, il faut qu'elles soient responsables et engagées. Mais ça se traduit au travers de différents actes et chacun ne le fait pas de différentes manières. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui aujourd'hui vis-à-vis du client final est un peu compliqué parce que le client final quand il achète un vêtement il comprend rien en fait à cet univers éthique, responsable, bio, il comprend rien du tout. Et du coup tout le monde a sa vision de la responsabilité et de l'engagement et on peut avoir par exemple une marque qui fait fabriquer à l'autre bout du monde au Vietnam Ouais. euh, tout en aidant en fait l'éducation et en finançant une partie de l'éducation de jeunes Vietnamiens, ou ça peut être en utilisant du coton bio qui a été tissé en Chine, mais qui après, voilà. Donc, chacun a sa version. Il y en a pour qui c'est le Made in France pur, il y en a pour qui Ouais. Le slip c'est le français logo notamment. français. Voilà, Ouais. non, mais cette responsabilité, ce côté éthique est très complexe aujourd'hui à aborder parce qu'il revêt différents visages et que on peut pas dire aujourd'hui, enfin, si, il y a des choses qu'on peut dire, on peut dire ça c'est vraiment pas bien et ça va pas du tout. Ça, on peut le Mhm. dire. Et après, il y a beaucoup d'initiatives dans lesquelles on dit ouais, ça c'est bien. Euh, mais c'est très différent de voilà, ça peut être vegan, ça peut être du recyclage, ça prend différentes Mhm. formes. Ouais, Euh, j'imagine ça va être défini progressivement avec le temps, j'imagine, avec voilà. tous ces différents panels de production possibles. Et peut-être pas juste en termes de production, et aussi au niveau même du life motif, au niveau Exact, ouais, exactement. ok. Aujourd'hui, par exemple, là, tu as dit le site, le site, il est en refonte. J'imagine c'est parce que vous êtes déjà en train de construire probablement votre propre tech. Vous allez partir sûrement sur votre propre tech et c'est quelque chose qui sera disponible d'ici quand? Tu peux déjà te prononcer sur une date? Alors oui, je peux. Alors, question propre tech, non, pas encore, parce que test and learn, et que pour l'instant, c'est encore tôt pour se lancer sur sa propre tech. C'est quelque chose qui est qu'on peut faire autrement, et Mhm. on utilise on va utiliser un cœur, enfin, on utilise un cœur PrestaShop pour. Ah, un Euh, PrestaShop, mais ça c'est déjà quelque chose de beaucoup plus, euh, je vais pas dire professionnel, de plus niché que WordPress en ce qui concerne Exactement. la marketplace. Ils sont spécialisés, c'est le mot que je voulais dire en fait, de plus spécialisés par rapport à WordPress où il faut peut-être encore associer un WooCommerce, ça devient plus complexe avec les bugs. PrestaShop, ils sont un petit peu plus spécialisés et bon, peut-être plus tard. Lorsque il y aura un trafic ou des données qui vous permettront de partir sur votre propre tech, tu vas sûrement faire le bascule. Mais ça tombe bien que tu en parles. C'est Exactement. quoi, c'est quand est-ce qu'il faut aller sur sa propre tech? S'il y a des critères comme ça standard, pas forcément carré, mais il y a un minimum de données déjà, de signaux qui disent déjà là, il faut que tu ailles sur ton propre truc, sinon tu risques de te casser la gueule avec le fait de tout le temps changer des trucs, demander à changer des trucs sur la tech de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément compatible à ce que tu veux mettre sur ton site. Alors, il y a un seul sujet à savoir quand on se lance sur sa propre tech, c'est que ça coûte excessivement cher. En termes de temps et de temps, hein, et aussi c'est très long. Donc c'est coûteux et c'est long. Donc il faut avoir un projet qui soit Pour complètement que les gens ils défini, ou avoir comprennent bien, il faut peut-être qu'on dise, alors on parle de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, tu vas voir des trucs qui partent exactement, même au-delà de 200 exactement. 000 euros. Donc, c'est vraiment et ce qui est normal vu la tâche, le travail qu'il y a derrière. Ce sont des gens, des développeurs qui s'asseyent et qui écrivent
milliers et des milliers de lignes de code. Donc, c'est pas pour dire que c'est abusé niveau prix. C'est par rapport au travail qu'il y a derrière. Il y a des développeurs qui passent des centaines et des centaines d'heures dessus pour mettre toutes ces lignes de code ensemble. Et ça prend du temps et c'est Oui. tout à fait normal que ça coûte cher. Et ça peut coûter, voilà, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc, il n'y a pas, il y a pas de limite, en fait. Ça Ouais, dépend, il n'y enfin, a pas de de ce limite, hein, c'est qu'on, vrai, ça, il n'y a il pas n'y a de pas de limite. limite. Tu vas voir Ça dépend de ce qu'on va qui mettre partent derrière. au-delà du million d'euros. Tout dépend de vraiment tout ce qu'il y a comme fonctionnalité à mettre derrière. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est soit tu as une idée qui est archi précise en tête et il n'existe rien en termes de base, de framework, de portail, qui peut t'aider à le faire. Bon, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui existent, hein, même en termes de logiciels open source ou sur lesquels tu peux t'appuyer pour développer tes propres technos Mhm. après. Mais donc, tu as beaucoup de solutions qui existent, mais partir sur quelque chose de spécifique, il faut vraiment avoir quelque chose de très précis en tête et qui est infaisable autrement. Voilà. Après, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est toujours sur le test and learn, hein, c'est de toute façon, on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qu'on est en train de faire en termes de fonctionnalité et les choses vont être amenées à évoluer et il est fort probable qu'on scratche des fonctionnalités entières qu'on a mis en place au début parce que finalement, elles ne correspondent pas aux besoins qu'on constate au final. Donc, c'est euh, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux, en tout cas si on n'a pas une idée très précise en tête de partir sur sa propre tech. Donc, à partir de quand il faut partir sur sa propre tech? C'est d'une part, quand on a les moyens, parce que sinon, si tu n'as pas les moyens, c'est cuit. Ouais, Voilà, donc ça, c'est c'est logique déjà. éliminatoire direct. Mhm. Ne te lance pas sur un projet avec, voilà, si t'as pas d'argent, c'est Ouais. cuit. J'imagine que même si Et tu as les après, moyens, comme tu parlais des tests and learn, ça ne veut pas forcément dire que tu dois te lancer sur ta propre tech. exactement, exactement. Et après, deux, il faut des experts parce que c'est pas tout de se dire, voilà, je vais me lancer sur un projet X, Y. Il faut avoir les experts pour le réaliser. C'est déjà les ressources. Les ressources sont clés. Et quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, d'ailleurs, de toute façon, les ressources sont clés dans tout projet. Donc, si tu te lances il ne s'agit pas d'aller chercher sur une plateforme ou un portail des consultants experts en développement en se disant ils vont Ouais. m'aider à construire un machin. Bah, non, C'est bien que non, tu évoques ça. C'est quoi? Tu mets une équipe interne dessus ah bah ou oui, oui, tu oui, oui, délègues à bien une sûr, bien sûr. agence Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué de pouvoir, quand tu fais du sur-mesure, sans exploser les coûts, de confier ça à une agence externe. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est un vrai challenge. Non, c'est des choses qu'il vaut mieux internaliser assez rapidement. Donc, l'argent, les ressources, et puis il faut un projet super défini, quoi. Donc, à quel moment, en fait, non, il n'y a pas de réponse à quel moment. Ça peut être très bien dès le début, ça peut être au bout de 2 ans, 3 ans. C'est très, ça dépend du projet. Voilà. ok. Et maintenant, pour ces marques qui ils entendent parler de toi pour la première fois et ils veulent faire le grand saut, ils veulent tester, comment ça se passe? Bon, actuellement, le site, il est en refonte, mais j'imagine qu'il doit avoir, je sais pas, il y a un truc peut-être pour capturer des emails. Comment ça se passe pour voir ces marques sont des gens qui pourraient potentiellement être de bons clients pour vous, des gens avec qui vous pouvez collaborer? Alors c'est toute notre, on va dire, c'est toute la stratégie de départ et aujourd'hui qui est encore en cours, hein, c'est que, et ça en revient à ce que je disais tout à l'heure à propos du commerce et des fondamentaux. C'est dire pour signer, en tout cas avec une marque et qu'une marque nous fasse confiance et qu'elle soit sur le site, il faut en avoir approché quelques-unes avant, hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus possible sur le terrain, dans des salons, dans des événements, voilà, et également sur les réseaux sociaux, sur Google. Enfin, il y a beaucoup de recherches qui sont faites et d'être un peu partout. Et c'est de se dire, comme ce sont des marques qui ne sont pas forcément visibles auprès du grand public, eh ben, il faut les trouver. Et donc, Ouais. moi, j'ai une équipe qui est avec moi, dont le métier, c'est de les trouver et d'aller les chercher. Et d'échanger avec elles, de présenter le projet,
et de les faire adhérer à notre sujet, parce que et au final, c'est de ça dont on parle, c'est de faire adhérer à un projet dans lequel c'est de donner au grand public une alternative qu'il n'aurait jamais pu voir autrement que par Names. Voilà. Parce que nous, on essaie de le porter différemment, on essaie de le porter sous un angle que le grand public verra. Parce que si tu attaques sous l'angle éthique et responsable, comme le font bon nombre d'acteurs sur le Ouais, sujet, c'est devenu très mainstream. C'est tout le monde qui c'est, le fait maintenant. voilà, c'est ça, c'est devenu très mainstream et en même temps, aujourd'hui, je pense que quand tu achètes un vêtement, tu n'achètes pas de l'éthique et du responsable. Enfin, en tout cas, ça fait pas partie de ton critère premier de sélection quand tu veux acheter un vêtement. Pour la Quand tu plupart veux des acheter un gens, bon, il y a des gens vraiment qui sont très, très, très frileux. Ils sont vraiment à fond dessus. Mais pour la plupart des gens, je pense que ils Mais ça regardent reste est-ce que tu as c'est raison. joli, est-ce que ça me va? Exactement, exactement. En fait, tu as 2 profils. T'as le premier, c'est, tu as un profil qui est très éthique et responsable, mais qui l'est, par nature, mais et qui fait en sorte de tout faire, pour pouvoir justement pour contribuer, à faire en sorte que, heu, on vise dans une meilleure planète demain, donc sur une meilleure planète demain. Donc et tous leurs actes sont guidés par ça, y compris dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils font, dans la manière, voilà. Et donc quand ils s'habillent, et ben, ils le font. Ça représente aujourd'hui une communauté, une petite communauté de personnes, quoi qu'on en dise. Cette communauté-là, elle doit grandir. Sauf que, bah, il y a quand même une grosse partie, si je prends juste notre territoire français, quand même une grosse partie des Français actuels qui n'est pas, qui a, et ça c'est lié au pouvoir d'achat, mais heu, qui aujourd'hui dont le Ils se posent seul, même pas la question en fait, parce que se posent pas la c'est question pas parce que juste leur seul que c'est objectif, pas quelque chose c'est qui les d'être. touche, c'est juste Ouais. qu'ils arrivent même pas au stade où il faut se poser la question, en fait. Exactement, parce que le premier sujet, c'est de répondre à leur besoin premier, qui est d'acheter un vêtement avec un style, soit un besoin type j'ai vraiment besoin d'un jean, d'un pantalon parce que j'en ai plus. Voilà. En fait, il y a un besoin derrière. Et ça, c'est le premier sujet, c'est de répondre à celui-là. Après, le deuxième sujet, c'est de répondre à un prix, en fait. Et ce prix, l'éthique est responsable. Aujourd'hui, il n'y répond pas totalement parce que Ouais, c'est il y a une, la voilà, production par rapport à ces conditions d'éthique et de exactement, responsabilité, c'est pas, exactement. Donc il y a beaucoup de choses à changer et c'est tout notre projet de se dire que nous, on est capable, en tout cas, on a des idées, on a une stratégie pour se dire qu'on va rétablir du sens dans tout ça. Donc mmh. derrière, il y a effectivement le fait d'aider à la relocalisation le plus possible de tout ce qui est production, de Sur le pouvoir faire. territoire français? Pardon? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est genre, pour, ramener une production sur, le territoire européen, français ou c'est plus, En fait, de produire. L'idée, c'est de produire. Alors, là, on rentre dans un autre sujet, mais l'idée, c'est d'aider à produire localement. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire du flux tendu. OK. ah ouais, ouais, Euh, ouais, Jackie, il en parle justement parce que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui et c'est là où Amazon, exactement. il bouscule tout le monde en fait. Le Exactement. fait Et voilà. de Il est commander un truc et 6 heures après, le lendemain, tu l'as chez toi, c'est quelque chose qui me surprend toujours aujourd'hui, mais bon, c'est là où Et oui, exactement. C'est-à-dire que c'est pareil. Quoi qu'on en dise, c'est que il y a des règles finalement aujourd'hui qui ont été fondées par des sociétés comme Amazon ça devient des standards. Ce sont des standards, c'est que ouais, le grand public s'attend à être livré le lendemain pour un achat qu'il a réalisé le jour même. Donc euh, c'est grosse aujourd'hui prouesse technique et et c'est c'est donc aujourd'hui et c'est un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut faire les choses bien et avec bon sens, c'est très compliqué de pouvoir répondre à ces enjeux de délai vis-à-vis du client final. ouais. Maintenant,
alors, on peut trouver des alternatives et il faut réussir à éduquer et faire preuve de pédagogie auprès du grand public au fur et à mesure, en leur disant que tout ne peut pas être livré en une journée. Donc ça, le souci de ça, c'est que Ça va être ça donne. compliqué quand même, Michael. Ouais, Désolé, c'est mais compliqué. pour ça, c'est très, Bien sûr, très, bien très sûr, compliqué. Et franchement, bien parce sûr. que les gens, et tu l'as même dit Je suis bien précédemment, les d'accord. gens, ils se posent pas la question de savoir d'où est-ce que ça Tout vient, à fait. et comment, dans quelles conditions est-ce que ça a été produit. Je veux dire, la plupart des gens, d'où lorsqu'ils savent que quand je pars sur Amazon, je clique comme ça et puis le lendemain, je reçois le produit, il y aura beaucoup plus de friction en fait. Mais probablement, j'imagine qu'il y a toute une stratégie qui est mise en place, comme tu as Oui, parlé de la mais délocalisation, par exemple, et c'est l'éducation. long, c'est long, c'est très À long. Mais tu as voir. raison, c'est long, c'est très long et ça pourra pas se faire. Et je dis pas que c'est faisable du jour au lendemain, évidemment. Mais Mhm. dans tous les cas, effectivement, il faut prendre en compte ce standard. Et de toute façon, il faut faire en sorte d'y répondre le plus possible. C'est-à-dire que, et ça ne peut se faire que justement en flux tendu. C'est ce que tu parlais de Jackie là-dessus. Et effectivement, il est là-dessus aussi. C'est-à-dire que ces standards-là, il faut pouvoir s'adapter. Et, euh, et c'est justement en relocalisant certaines choses, certains sujets, des sujets de production, des sujets liés à la découpe du tissu, à l'assemblage, enfin, il y a plein de choses hein, Ouais, ouais. qui Mhm. peuvent être relocalisées et en flux tendu, qu'on va pouvoir justement redonner du sens à tout ça. Donc il y a un côté un peu Ouais, c'est ça, c'est vraiment sur du long terme, c'est pas, c'est quelque chose j'imagine, ça va commencer peut-être par des, pour des usines d'assemblage, même si les trucs sont produits ailleurs, mais au fur et à mesure de créer comme ça un cercle vertueux où tout petit à petit va exactement, venir à côté de. exactement, exactement. C'est ça, il s'agit de créer un système vertueux. Et ce système vertueux, bah, il faut, pour pouvoir dérouler le fil, et bah, il faut prendre le fil par le bon bout et puis bah, Mhm. mettre les doigts dessus et puis commencer à tirer. Et c'est ce que Name souhaite faire. Voilà. Donc on va commencer. Alors c'est long, on le fait, hein, c'est très long et qu'on est parti du principe que notre projet c'était quelque chose d'ambitieux, mais qu'on allait le faire parce que c'est notre état d'esprit et qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. Voilà. Bah, c'est très, très, très intéressant. Moi, j'ai hâte de suivre ça, en tout cas, de voir déjà comment tout ça va évoluer dans les prochaines années. Et sinon, comment tu bosses aujourd'hui? Tu as dit vous êtes 8 dans l'équipe. Comment ça Oui, se fait? Chacun sait ce qu'il doit faire. C'est toi le CEO, j'imagine, ou comment oui. est-ce que c'est? Bah, je suis effectivement le chef d'orchestre. Bah, ça se fait. Et, c'est le chef d'orchestre sur sur tous les profils que j'ai. Alors, j'ai recruté chacun des profils évidemment, et on a démarré par un cœur plutôt commercial, hein, puisque c'est le nerf de la guerre et c'est par Ouais, là où on a logique. démarré. Donc les premiers recrutements, alors j'ai à la fois j'ai eu des stagiaires, j'en ai pas là. Ce sont des alternants ou des apprentis, hein, il y en a certains, pas tous. Hein, j'ai des CDI aussi. Euh, j'ai toute une partie communication qui arrivait tout de suite après, donc j'ai une responsable communication, voilà, qui s'appelle Alexandre. Et aussi, aujourd'hui, j'ai internalisé la partie web designer. Alors, j'ai communication, assistant de communication, j'ai des commerciaux et un web designer. Et Voilà. comment c'est quoi, tu as des secrets à nous partager? Tu bosses comment au niveau productivité? Est-ce que tu as des applications? Comment tu mets tout ça en place? J'imagine que avec une équipe de tant de personnes, peut-être la partie média qu'il faut aussi gérer, ça doit être pas très évident au niveau des prises de grosses décisions. Alors ça se fait, non, ça se fait vraiment, vraiment simplement, hein, pour le coup. Donc on a mis en place un petit CRM au niveau commercial. Après, en termes de collaboration, enfin, il y a des choses qui sont en cours aussi de mise en place, type Slack ou des choses comme ça pour nous aider à bien communiquer. Mais comme on est une petite équipe, on n'est pas 150 non plus, quoi. Donc ça se fait relativement bien et l'idée, c'est vraiment d'avoir que chacun à son niveau et dans son expertise sache exactement où aller. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on définit des objectifs étape par étape.
d'accord, avec, admettons, une vision à 3-4 mois. Tout ça dans une vision globale, évidemment, que chacun a. Et dans cette étape, avec une vision de 3-4 mois, et ben, on se donne les objectifs intermédiaires avec Mhm. des jalons, un planning, des choses à réaliser. Je synchronise chacun et je fais des réunions euh, soit en tête à tête, soit à plusieurs, et en fonction des sujets, avec pas forcément les mêmes personnes. Donc à chaque fois, on synchronise et puis on avance, on a des plannings, et on se partage les tâches et puis on rectifie Mhm. s'il y a des choses qui vont pas. Voilà. C'est, Excellent. ça se fait de manière assez simple, hein, mais ça c'est tout ce que j'ai fait, Ouais, c'est ce que j'ai toujours dans fait ton moi ancienne vie, auparavant. Donc, ouais, j'imagine. exactement, exactement. Comment tu progresses, Michael? Comment je progresse? C'est une bonne question. Et est-ce que je progresse encore? J'espère. Forcément. Ouais, forcément. En fait, je suis preneur de tout ce qui peut me faire progresser à côté, que ce soit. Je vais donner un exemple. C'est des choses auxquelles je tiens beaucoup. Je suis président d'un club sportif, dans le 78, hein, Mhm. juste à côté de là où j'habite. Donc c'est une association sportive de 600 adhérents et dans lequel je suis aussi entraîneur. Voilà, C'est quoi comme j'entraîne. sport, si c'est pas C'est de indiscret? la, c'est pas indiscret, non, c'est de la gymnastique artistique. Donc c'est un club dans lequel je suis président moi depuis 10 ans, et c'est justement aussi, ça fait partie des choses qui m'ont aidé à avoir une. Donc je gère des salariés déjà, hein, depuis 10 ans dans ce club-là, hein. Ouais, Euh, ça c'est je gère en termes donc d'expérience, c'est pas 600 personnes, tu as dit que les membres 600 d'asso. adhérents. Il y a 600 adhérents, donc Waouh. 600 sportifs entre guillemets. Il y a une quinzaine de bénévoles récurrents et une quinzaine de salariés qui travaillent en tant qu'entraîneurs, à temps partiel. Ça, c'est une autre Et entreprise, là. Ça, c'est comme une autre entreprise que tu gères en parallèle. C'est une vraie grosse entreprise que tu gères en parallèle. oui, oui, c'est effectivement, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir en tout cas, d'avoir suffisamment d'expérience aussi en termes de management et de relations humaines. Ça fait Mhm. partie des choses que j'ai appris par moi-même, hein. C'est du self-made man, mais c'est important d'avoir aussi cette expérience-là. Et ça me fait progresser. Et je suis entraîneur sportif, donc j'entraîne des équipes de gym avec derrière des objectifs de réussite en compétition. Et c'est des choses qui me plaisent et qui me font progresser parce que Waouh, ça, c'est du vrai bagage. l'aspect coaching est un atout. Enfin, j'ai toujours pensé que c'était un atout. Alors euh, le fait d'être président d'un club de gym, ça l'est, hein, parce qu'on apprend plein de choses Ouais. au niveau structure, parce que j'ai recréé cette structure-là sur la base d'un club qui était pas bien du tout. Donc, il a fallu que je recrée toute une structure de gestion autour de tout ça, Mhm. sain et pérenne. Et donc, du coup, ça m'a donné aussi des armes pour plus tard. Donc, tout ça, c'était Ouais, on va dire, j'imagine. Moi aussi, je suis autant très, de. très fan de la partie aussi coaching en termes de, au-delà de l'aspect technique, de tout les facilités qu'on peut avoir en termes sur l'expertise qu'on a appris, qu'on s'est fait avec les mains, et aussi la partie état d'esprit, la partie mindset qui, pour moi, reste le Exactement. plus important. Et le fait d'avoir ce bagage et quelque chose que tu fais de façon continue, comme ça solidifie en fait ces fondations de telle sorte que quand les crises arrivent, parce qu'il y aura des crises, ça c'est clair, forcément il y aura des crises pendant ce parcours avec Names, que tu puisses rester debout en tant que capitaine et continuer porter le bateau vers le cap qui était fixé dès le départ, quoi. Bah, c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est vraiment de faire collaborer des profils et des experts, et peu importe. Et même quand tu es coach d'une équipe ou etc., c'est la même chose en fait. C'est Mhm. de faire aller bah, toute cette volonté et ce dynamisme vers un but commun, voilà, ensemble. Et ça a toujours été mon esprit, et c'est d'ailleurs comme ça que je le conçois. Après, il y a
des managements, il y en a autant que de personnes qui peuvent exister, hein, de style, voilà, même s'il y a des grandes tendances, évidemment, mais en tout cas, moi, c'est un peu ma manière de faire. Et je gère le sujet de manière la plus humaine possible, liée justement à ma façon de coacher une équipe sportive. C'est que euh, c'est c'est quelque chose qui est assez complexe de tirer le meilleur de chacun pour aller vers un but commun et chacun à son niveau, quoi. Donc, et de les faire collaborer ensemble et de faire partager les choses, de fédérer une équipe, ça c'est des grands mots, hein, mais c'est voilà, c'est Mhm. de fédérer, de donner de la cohésion et de partager tout ça. Voilà. Et le club sportif, et c'est ce qui me permet aussi, quand tu disais de progresser, et ce qu'il est encore possible de progresser, ça me permet aussi voilà, de remettre en question certaines choses parce que et d'avoir pas forcément qu'une seule vision de ce management qu'au travers de Names ou voilà, il y a différentes facettes et c'est important justement de s'imprégner de toute cette façon de faire dans ces différentes facettes de management. Voilà. Ah, c'est excellent. Dis-moi, tu recommandes, il y a des bouquins comme ça que tu recommandes souvent ou... J'ai il y a effectivement il y a beaucoup de livres que je devrais lire, que je sais que je devrais lire. J'aimerais beaucoup en fait, j'ai pas le temps de lire. Ah, j'imagine. Mais J'ai, t'as pas un truc comme ça qui t'a marqué ces dernières années, peut-être un bouquin qui t'a spécialement marqué que tu pourrais partager avec nous? j'ai pas eu le temps de le finir, mais il y a la bio de Richard Branson que j'avais commencé il y a quelques années, qui est plutôt pas mal. Mhm. Mais c'est des choses qui effectivement que je trouve génial et que j'ai malheureusement pas le temps de faire ces deux liens en fait. Mm, J'ai mm, pas assez mm. de temps voilà. J'aime les personnalités, j'aime la façon dont elles prennent des projets à cœur mais en fait, j'essaye de moi. Je pense que c'est par l'expérience plus que Ouais, par la lecture qu'on y arrive. Alors, il y a des choses voilà, des choses que je vois qui m'inspirent et des choses que j'entends qui m'inspirent. ouais. Euh, et du coup, la lecture, j'aimerais bien y pencher un peu plus de temps, mais en fait, le temps dans mon agenda me manque beaucoup. Voilà. Ok. Bon, pour te forcer à trouver du temps pour la lecture, donc moi, je vais t'offrir un bouquin. C'est un bouquin de Guillaume Declercq et Baodine. Il présente comme ça les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Le bouquin s'appelle la 25e heure. Je pense que tu vas l'adorer. Ça va te permettre de créer comme ça une 25e heure justement parmi les 24 que tu as pour pouvoir lire à chaque fois. Bah écoute, c'est super, je te remercie. Je te remercie. Ouais, il va falloir vraiment que je trouve du temps, hein, là. Pas de quoi. Dis-moi, Michael, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, sur ce que tu fais? Le site, déjà, on va le mettre en description pour ceux qui vont checker plus tard quand il sera de nouveau dispo. Sinon, Ouais, tu as d'autres plateformes sur lesquelles on peut peut-être te suivre, ou soit toi, ou soit Names, je sais pas, peut-être bah, LinkedIn, Facebook, je sais pas. on peut me suivre exactement, on peut me suivre sur LinkedIn, on peut me suivre sur Instagram, Facebook, j'y suis un peu moins, mais on peut me suivre aussi. On peut cliquer partout et normalement, voilà, j'essaie d'être le plus présent possible sur les réseaux. Également, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans les élans actuels. Il y a beaucoup d'énergie qui vont dans le bon sens. Et je pense que c'est une opportunité pour elle et pour Name aussi, parce que il y a un contexte favorable Mhm. à tout ça. Et du coup, j'essaie d'être voilà, le plus actif et de regarder un peu, d'être à l'affût de tout ce qui se passe à droite, à gauche. Et de rencontrer des personnalités aussi différentes, variées, parce que Mhm. Ouais, c'est ouais, ce le qui me réseau, plaît tu as en fait. beaucoup parlé de ça, ouais, d'aller vers les autres aussi. Et c'est comme ça que parfois tu fais de belles rencontres. Exactement. Ouais, non, je partage complètement. Merci beaucoup, Michael. Merci surtout pour ta franchise hein, de parler comme ça sans filtre, de nous partager un petit peu certains dessous de ta boîte. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Bah, et c'est plaisir Je partagé, te Guy, souhaite c'était très bon sympa. vent, je Ouais. te souhaite que du succès et vraiment j'ai hâte de voir dans quelques années à quoi est-ce que NEMS va ressembler.
Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps et puis, si ça t'a plu et si ça plaît aux auditeurs, j'en suis le premier ravi de partager tout ça. Voilà. Salut! Merci Guy, merci beaucoup.